Donc on a vu hier les lois de la réflexion et de la réfraction, d'accord? Et aujourd'hui, en fait, je vais gloser un peu autour de ça, essayer un peu de pousser les raisonnements, de voir un peu ce qui se passe physiquement. Et donc on va retrouver les quelques théorèmes dont je vous ai déjà parlé pendant les 2 heures de télé, enfin pendant votre heure de télé précédente. Quand est-ce que ça s'éloigne, quand est-ce que ça se rapproche, la réflexion totale, etc. etc. D'accord? Donc je suis au petit 4 et donc je vais faire un peu quelques conséquences. Voilà. Donc c'est un peu en vrac, il y aura un peu de tout, mais on va regarder 2-3 choses qui sont soit importantes pour maintenant, soit importantes en particulier pour plus tard. Donc je vais commencer à travailler avec la réflexion, je vais aller très très vite, juste pour qu'en fait faire en cours votre exercice numéro 8, voilà, c'est un peu ça l'idée. Je vais aller assez rapidement, mais je vais vous montrer le raisonnement, d'accord? Donc on est parti, alors là pour le coup j'ai pris une interface plane, et un rayon subissant une réflexion. Donc je fais un dessin. Donc cette fois mon interface est plane, d'accord? Je fais vraiment un truc, un dioptre plan. J'ai ma normale ici, et donc je vais prendre mon rayon qui va arriver, je sais pas, comme ça par exemple. Oui, voilà, hop, et qui va repartir comme ça. D'accord? Les lois de la réflexion vous assurent que ces deux rayons et la normale sont coplanaires, et que l'angle I1 ici est égal à l'angle je vais mettre moins I1 ici, voilà, comme ça. Autrement dit, ça veut dire également que ces angles en valeur absolue sont égaux. On est d'accord? Alors, pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, ça va vous dire un truc extrêmement important. Je vais donc maintenant considérer les porteuses de ces deux rayons. D'accord? Donc, je vais les prolonger un peu. Et donc, ça fait une situation et une figure comme ça. On est d'accord? Donc, ce truc-là, c'est juste histoire aussi de réviser ce vocabulaire. Ça, c'est la porteuse incidente. Et ça, c'est la porteuse émergente. Ou la porteuse réfléchie, plus exactement. On est d'accord là-dessus? Vous comprenez le vocabulaire, hein? Porteuse réfléchie, c'est la porteuse du rayon réfléchi. Il y a une autre façon de positionner le rayon bleu, enfin de caractériser mathématiquement le rayon bleu par rapport au rayon, ils sont tous les deux bleus, je suis débile, le rayon réfléchi par rapport au rayon incident. Là, on a juste parlé d'angle, mais en fait, si vous voulez dire ça autrement, la droite, là, comme ça, la droite réfléchie, elle est quoi? C'est la symétrique, effectivement, par rapport à la normale du rayon réfléchi. Donc ça, c'est une autre façon de donner l'intégralité de la... Alors c'est intéressant parce que pour le coup, cette façon de l'écrire, ça vous concentre l'intégralité du théorème de la loi de la réflexion. Puisqu'il y a aussi le cas I égale 0 qui passe dedans. Il y a aussi le fait que c'est coplanaire. Ça marche très très bien. D'accord? Donc ça, c'est une autre façon de réécrire les choses. Donc, le rayon réfléchi est le symétrique du rayon incident par rapport à la normale. Alors ça, c'est un truc que vous connaissez peut-être depuis extrêmement longtemps, de façon instinctive. On va lancer des balles sur un mur ou un truc comme ça. Dès que vous faites une réflexion sur quelque chose, vous savez que grosso modo, ça va se passer avec un axe de symétrie qui est au point de contact. Oui. Ça sera le cas dans une surface parfaitement réfléchissante. Alors, par exemple, réfléchissant, là pour l'instant, il pourrait y avoir un rayon réfracté. Mais pour le coup, c'est le cas d'une surface plane. Si tu joues beaucoup au billard, tu sais qu'en fait, si tes bandes sont élastiques, ça marche pas. D'accord? Voilà. D'accord? Il ne faut pas que ça tourne, mais dans des effets simples, réflexion, tout ce qui est plus basique, c'est comme ça que ça marche. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça a une conséquence. C'est que si A est un point du rayon incident, je vais y arriver, alors le rayon réfléchi passe par A', qui est
égale au symétrique de A par rapport à la normale. On est d'accord? Donc si je fais un dessin, ça signifie donc que si je prends mon rayon incident comme ça avec mon point A, que je vais chercher le rayon A' ici, et bien mon rayon réfléchi passe par A'. On est d'accord? C'est juste un cas particulier de ce que j'ai écrit en orange avant. Ouais. C'est oui, c'est un indice de symétrie. Vous voulez que je fasse une trace plutôt? Sinon je peux le faire. C'est symétrique par rapport à la normale de A. Voilà. C'est juste une version compacte qui m'évite d'écrire une phrase, quoi. On est au clair là-dessus? Alors en fait, ce truc-là m'intéresse pas trop. C'est pas un point hyper particulier, le point A'. Mais je vais revenir sur ce dessin-là. D'accord? Juste pour que vous compreniez le raisonnement. Je vais en refaire plusieurs. Je vais refaire un dessin le temps que vous soyez avec moi. Vous vous souvenez de ce dessin-là? D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que, là j'ai fait un raisonnement en utilisant les angles, en disant, ben voilà, puisque c'est le même angle et que c'est le même angle ici, les deux droites sont symétriques. On est au clair? J'avais d'ailleurs dessiné les porteuses tout à l'heure. D'accord? Ensuite comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord que si je prends cet angle-là, chose que je peux faire parce que j'ai une interface plane, c'est donc forcément le même que celui-là. Vous avez remarqué que j'ai enlevé l'orientation pour pas emmerder avec les signes. D'accord? Vous voyez que ces deux angles-là sont les mêmes. On est d'accord là-dessus? Mais en fait, par angle opposé au sommet, où est-ce que je retrouve ces deux angles-là? Ouais. Ouais. Et la surface. Donc je les retrouve ici, en fait, ces angles. On est d'accord? Et donc ça signifie, en fait, par angle complémentaire, d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Voilà, je n'ai pas besoin. D'accord? Et le même raisonnement qu'on a fait là-bas vous raconte donc que cette droite-là et cette droite-là, non seulement sont symétriques par rapport à la normale, mais sont également symétriques par rapport à l'interface. D'accord? Et donc, que si je prends mon point A ici, de tout à l'heure, ça signifie donc que si je prends le point A à seconde symétrique de A par rapport à la surface, alors mon rayon, alors non pas mon rayon réfléchi, mais la porteuse de mon rayon réfléchi passe par A seconde. On est d'accord sur ce raisonnement-là? D'accord? C'est juste le même raisonnement avec les angles, sauf que j'ai dû aller chercher des angles qui ne sont pas donnés par la loi de la réflexion en tant que telle, mais qui obéissent exactement aux mêmes propriétés. D'accord? Donc, ce dessin résume à peu près tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce deuxième théorème-là qu'on utilisera assez peu pour l'instant, mais que vous utilisez tous les jours lorsque vous regardez dans un miroir. Lorsque vous mettez un objet devant un miroir, en fait, le point de départ des rayons réfléchis est le symétrique de l'objet par rapport au miroir. Dans un miroir plan, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, deuxième chose, la porteuse du rayon réfléchi passe également par A seconde symétrique de A par rapport à l'interface. Je reprécise que cette interface est plane. Sinon, ça ne veut rien dire ce qu'on est en train de faire. D'accord? Je vous rappelle que si l'interface est courbée, il n'y a plus rien qui va. D'accord? Voilà, vous pouvez définir un vague symétrique, mais ce n'est pas du tout au bon endroit. Ça, si vous avez déjà vu des miroirs non plans dans votre vie? Enfin, oui. Oui. Vous savez qu'il y a des miroirs non plans dans votre existence. Beaucoup. Pas beaucoup. Où ça? Oui, sur les rétroviseurs latéraux d'une voiture, c'est des miroirs qui ne sont pas plans. On est d'accord? Et c'est d'ailleurs un des grands dangers quand on est jeune conducteur, c'est qu'on est tellement habitué aux miroirs plans qu'on pense que la symétrie marche bien. Sauf que lorsque vous regardez, vous le savez si vous conduisez, si vous regardez dans un rétroviseur latéral, en fait, vous voyez les voitures plus loin qu'elles ne le sont en vrai. Parce que vous les voyez plus petites, d'accord? Donc vous avez l'impression que c'est loin, mais en fait, elles sont juste là, d'où le fait qu'on ne déboîte pas sans contrôler un peu discretos avec une vraie vue, quoi. Voilà. Sinon, on tue des gens. Voilà.
définitif. Donc voilà, donc si vous êtes déjà pareil dans les fêtes foraines, des choses comme ça, avec des miroirs grossissants ou autant, vous constatez également qu'il y a des problèmes de distance dans ces trucs-là. Surface plane, par contre, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que quand vous regardez dans une glace, l'impression que vous avez, c'est qu'il y a une symétrie par rapport au miroir. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est ça en fait. On va gloser ensuite sur petit b, d'accord, sur la réflexion. Petit b, réfraction, on va y avoir deux paragraphes là-dessus. K où N2 est plus grand que N1. On va le mettre de façon littéraire. Dans ce cas, on passe d'un milieu à un milieu, donc je vous remets le vocabulaire, plus réfringent. Vous vous souvenez de cet adjectif qu'on a un peu du mal à dire, d'accord? Réfringent. Donc K où N2 est plus grand que N1, on passe de ça. Donc si vous voulez un exemple, c'est ce qui se passe quand vous passez de l'air vers l'ouvert, l'eau, etc., etc. D'accord? Donc vous passez d'un milieu comme l'air, le vide, et puis vous rentrez dans un milieu qui est plus réfringent. On est au clair là-dessus? Voilà. Alors, je vais tout simplement réappliquer la loi de la réfraction. Donc, s'il y a réfraction, vous voyez cette petite prudence qui commence à arriver, le s'il y a réfraction? Vous vous souvenez, j'ai dit que quand on arrivait sur une interface, il pouvait y avoir 4 phénomènes. Enfin, j'ai dit il y a 4 phénomènes. J'aurais dû être un peu plus mesuré et dire qu'il peut y avoir 4 phénomènes. Je vous ai montré tout à l'heure que la réfraction, je vais y arriver, peut parfois ne pas arriver. D'accord? Donc, en fait, vous pouvez avoir des cas où vous n'avez pas des choses. Donc là, je veux dire, s'il y a réfraction, eh bien, en fait, on a N1 sinus I1 qui est égal à N2 sinus I2. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Et donc, sinus I1, sinus I2 est égal à N1 sur N2, facteur de sinus I2. Question, et ça c'est une vraie question de maths, on va le faire sous une forme très formelle. À quelles conditions ceci a une solution en I2? Alors ça c'est une question, je ne sais pas si dans le cahier de vacances j'ai mis des questions de ce type-là. Si vous avez sinus x égale quelque chose, d'accord? Si de manière générale, vous êtes là, vous ne notez pas, mais je vais l'écrire ici. Si je vous dis, résolvez sinus x égale a, à quelles conditions ce truc-là a une solution? Je t'écoute. Effectivement, pour que ça ait une solution, il faut que a appartienne à moins 1 et 1, tout simplement parce que sinus, son ensemble d'arrivées, c'est entre moins 1 et 1. Sinus est une fonction bornée, donc en particulier, c'est clair pour tout le monde ce que je raconte là? Sinus x égale 2, ça n'a pas de solution. Il n'existe aucun x dans R tel que sinus x égale 2. C'est ça que ça vous raconte là. C'est-à-dire que vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous ne trouverez jamais un x tel que sinus x égal à 2. C'est ça que ça veut dire que sinus x égale 2 n'a pas de solution. Donc pour que ceci ait une solution, il faut quoi en fait? Il faut que N2 soit strictement inférieur à N1. Alors ça c'est... Non, inférieur ou égal. Ouais, alors non, parce que sinon ça va faire l'autre sens. Déjà, on va faire un truc simple. Il faut que tout ça soit comment? Compris entre moins 1 et 1. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, je vais tricher un peu pour ce raisonnement-là. D'accord? Pour éviter de m'embêter avec les signes, on suppose que I2 est strictement positif. Pourquoi je fais ça? Que I1, pardon, est strictement positif. Est-ce que vous voyez que je peux me limiter au cadran 0 pi sur 2 sans nuire à la généralité du problème? Vous voyez que grosso modo, dans mon dessin, chaque fois que je fais des dessins comme ça, l'autre côté, c'est juste... je regarde le problème de l'autre côté, quoi. D'accord? Donc c'est pas un problème nouveau, c'est juste un problème symétrique. D'accord là-dessus? Voilà. Donc, pour que ceci ait une solution, si j'ai avec cette hypothèse-là, il faut que tout ce truc-là soit inférieur ou égal à 1. On est d'accord? Oui.
Non, il faut que tu le regardes de l'autre côté. Tu passes derrière le tableau et que tu le regardes dans l'autre sens si tu veux avoir des angles négatifs. Ça, c'est un truc hyper intéressant. On en parlera beaucoup pendant l'année, mais je peux commencer, puisqu'on en parlera beaucoup pendant l'année, je peux commencer. Pour toi, ça tourne en sens aigu d'une montre. Bah, pas pour moi. Forcément, je regarde le truc de l'autre côté. Donc, les angles positifs pour toi, ils sont négatifs pour moi. Donc, si tu veux prendre un problème plan avec une orientation particulière, si tu veux changer d'orientation, c'est simplement prendre le même problème, mais regarder de l'autre côté. Si vous y avez jamais réfléchi, ça fait bugger pendant quelques minutes, mais ça vaut le coup. Ouais. Alors, il n'y a pas de cercle trigo pour l'instant. Mais si tu veux... Alors, le 0, oui, est situé sur la normale. C'est l'origine de chacun des angles. Mais en fait, c'est pas une histoire de sortionnétique. C'est juste que l'angle, il est mesuré entre la normale et le rayon. On est d'accord là-dessus? Donc, je vais réécrire le truc. Ceci n'a de solution que si n1 sur n2, facteur de sinus I1, est inférieur ou égal à 1. On est d'accord? Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce qu'il y a un problème? Sinus I1 déjà, qu'est-ce qu'on sait? Bah là c'est positif, donc on sait même que c'est plus petit que 1, c'est qu'on prend entre 0 et 1, on est d'accord? Et N1 sur N2? Ouais. Comme N2 est plus grand que N1, et bien N1 sur N2, c'est aussi plus petit que 1, donc vous avez deux nombres plus petits que 1, vous faites le produit. Ça c'est plus petit que 1, d'accord? Donc ça, ceci est toujours vrai. Bah, on va en profiter, d'accord? Ceci est toujours vrai. Donc, premier théorème, si N2 est plus grand que N1, alors le rayon réfracté existe toujours. Donc, je vais le refaire si vous voulez en me mettant sur ce truc-là. Je vais me mettre là, voilà. Je vais voir. Hop là. Donc, je vais monter. Je vais éteindre la lumière pour que vous voyez ça bien. Voilà. Rapidement. Oui, il y aura des allers-retours. Vous êtes d'accord que ici, donc là, ce dont je parle, c'est ce qui se passe là, d'accord? Je peux augmenter la valeur de I1 autant que je veux. Vous voyez toujours qu'il y a un rayon réfracté à l'intérieur. Et ce, jusqu'à ce que I1 atteigne l'incidence rasante et que, à un moment donné, il n'y ait plus de contact entre le rayon et l'interface. Vous constatez par ailleurs que pour des grandes valeurs de I1, alors quand I1 va tendre vers pi sur 2, I2 par contre, lui, ne va pas tendre vers pi sur 2. I2 en fait va tendre vers une valeur maximale, il y a une valeur que I2 ne peut pas dépasser, tout simplement parce que I1 ne peut pas dépasser pi sur 2. Et comme I1 ne peut pas dépasser pi sur 2, I2 ne va pas pouvoir dépasser une valeur maximale qu'on va pouvoir calculer maintenant. D'accord? Mais par contre, vous avez toujours un rayon réfracté, quoi qu'il arrive. C'est bon? Vous voyez l'illustration entre ça et ce que je viens d'écrire ici? D'accord? On va essayer de calculer cette valeur maximale, et on va ensuite passer à l'autre cas. Le calcul riche. On y va. Donc deuxième chose, ça c'est ça. I2 atteint. Alors déjà, est-ce que tout le monde comprend que si je fais monter I1, je fais forcément monter I2? Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? On l'a vu physiquement en vrai, mais est-ce que mathématiquement tout le monde le voit? Ça c'est parce que sinus est une fonction croissante. Et donc grosso modo, si vous faites monter I1, vous faites monter sinus I1. Si vous faites monter sinus I1, vous faites monter sinus I2. Et comme sinus est une fonction croissante, toujours la même, vous faites aussi monter I2. On est d'accord? Donc plus I1 va monter, plus I2 va monter. Ok. Petite remarque. Ah non, mais il manque un bout en fait. Voilà. Non, pardon. C'est pas celle-là qui m'intéresse pour l'instant. Il manque un bout. C'est le truc le plus important. Donc voilà. On a de plus. Qu'est-ce que je peux dire de sinus I2 par rapport à sinus I1? Oui. Non. Pas plus grand. C'est plus petit parce qu'en fait, pour passer de sinus I1 à sinus I2, vous multipliez par quelque chose qui est plus petit que 1.
D'accord? Donc on a de plus sinus I1, I2 qui est plus petit que sinus I1. Donc, puisque sinus est une fonction croissante, sur moins pi sur 2, pi sur 2, I2 est plus petit que I1. On est d'accord? Là, vous voyez pourquoi je me suis limité à 0 pi sur 2, parce que... Enfin, sinon ça marche, mais il sera plus grand, mais en négatif, et il faudra que je me batte, mais ça marche quand même. Enfin voilà, c'est chiant, on va s'en sortir. D'accord. On est d'accord là-dessus? Donc, deuxième théorème, si N2 est plus grand que N1, le rayon réfracté se rapproche de la normale. Comment on dit? Vous avez I1 comme ça, et vous avez I2 qui va être comme ça. Je vous l'ai montré tout à l'heure expérimentalement, je l'ai utilisé déjà en télé tout à l'heure en avance, d'accord? Mais c'est ça qui se passe. Donc ça vient essentiellement de ça. Pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, je suis allé un peu vite, si vous voulez le faire pour le cas négatif, en fait cette inégalité-là est dans l'autre sens. D'accord? C'est vraiment parce que quand vous prenez un nombre négatif et vous multipliez par un nombre plus petit que 1, il va devenir plus grand. D'accord? Moins 0,5 c'est plus grand que moins 1. Et donc vous trouvez qu'en négatif ce sera inversé, ce qui vous raconte bien que les valeurs absolues sont inversées dans l'autre sens, et que donc le truc se rapproche de normal. Ça marche bien, mais c'est un peu plus chiant en négatif. Juste fin de la parenthèse. On est d'accord là-dessus? Donc ça maintenant c'est un théorème pour vous. Vous passez d'un milieu à un milieu plus réfringent, le rayon réfracté se rapproche de la normale. Dernière chose, c'est ça que j'avais commencé à écrire tout à l'heure, il nous manquait un bout. Avant. Dernière chose, I2 atteint une valeur maximale quand quoi? À quel moment I2 atteint sa valeur maximale? Qui atteint 90 degrés? C'est pas I2 qui veut 90 degrés? C'est lequel qui atteint 90 degrés? Quand I1 effectivement atteint 90 degrés. Quand I1 atteint... Vous préférez pi sur 2 ou 90 degrés? Pi sur 2. Mais je m'en fous, hein, c'est vraiment... je vais mettre les deux comme ça. Voilà. Ce qu'on appelle l'incidence rasante. Je vais mettre les trois versions comme ça au moins. Vous prendrez celle que vous voulez, ces trois choses étant littéralement la même chose. Et que vaut I2 max à ce moment-là? Alors, presque, mais arc sinus. Voilà, mais ça vaut ça effectivement. Et I2 max vaut arc sinus de N1 sur N2. Petite remarque, vous avez le droit de prendre l'arc sinus parce que N2 est plus grand que N1. Vous voyez donc que je ne peux pas faire un copier-coller de ce paragraphe-là dans le paragraphe d'après, qui sera le cas où N1, cette fois, sera plus grand que N2. D'accord? Je vous rappelle que ici, N1 sur N2 est plus petit que 1, donc c'est complètement liquide. Donc, petite remarque, la mesure de l'angle I2 max vous donne le rapport entre les deux indices. Si jamais vous connaissez N1 qui est celui de l'air, par exemple, ça vous donne une mesure de l'indice de votre milieu. Vous remarquez que je n'ai pas mis ça en orange. Je vous demande de savoir le retrouver et pas de connaître la formule par cœur, parce que toutes les formules se ressemblent là. Vous allez finir par écrire des conneries si vous apprenez par cœur. Donc quand je veux pas que vous appreniez un résultat, mais la méthode, c'est comme ça que ça se passe, en termes de formalisme, d'accord? Ça veut dire que vous allez savoir refaire le calcul très rapidement. C'est pas mortel, hein, d'accord, par ailleurs. Tout le monde voit d'où ça vient? D'accord? J'ai pris simplement la formule de la réfraction. J'ai remplacé sinus de I1 par 1, puisque sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Ensuite, j'ai calculé l'arc sinus. On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Une fois qu'on a fait ce cas-là, on va donc faire le cas suivant, qui est le cas contraire, celui où on passe d'un milieu à un milieu moins réfringent. Donc typiquement, ce qui se passe quand la lumière va venir par exemple de l'eau, du verre, et va ressortir dans l'air. Donc
Donc c'est le petit c si je ne me trompe pas. Ouais. Donc K, N2, plus grand que N1. Dans ce cas, donc je le fais vraiment de façon littéraire, hein. On passe d'un milieu à un milieu moins réfringent. Donc c'est ce qui se passe si par exemple vous passez de l'eau ou du verre par exemple à l'air. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit littéralement la même chose, c'est ça? J'ai fait trop d'inversions? Ouais. Je te remercie. Oui, j'ai changé à la fois le signe, les indices, enfin voilà, ça y est. Donc N1 plus grand que N2 ou N2 plus petit que N1. Je crois qu'en 20 ans de carrière, c'est la 20e fois que je fais cette erreur. Je l'ai fait à chaque fois. Donc voilà. Heureusement que vous êtes là pour me sauver la vie. On est d'accord là-dessus? Alors, par contre, on va reprendre exactement la même structure, d'accord, de raisonnement. Et là, on va voir qu'il va y avoir un problème. Par contre, ça va être un peu dans l'autre sens. S'il y a réfraction, eh bien, on sait que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Jusque-là, tout va bien. Et donc, sinus I2 doit toujours être égal à N1 sur N2 sinus I1. Vous remarquez que c'est littéralement la même expression que celle que j'ai écrite sur le tableau là-bas tout à l'heure. Est-ce que je peux continuer le même raisonnement? Non, pourquoi? Parce que cette fois, N1 est plus grand que N2, donc vous avez certes sinus I1 qui est toujours plus petit que 1. Mais comme N1, N2 est cette fois plus grand que 1, vous n'avez aucune garantie que le produit des deux soit bien inférieur à 1. On est d'accord? On est d'accord, tout à l'heure c'était facile, il n'y avait pas de problème. Ici par contre, ce n'est pas le cas. Donc, ceci n'a de solution que si N1 sur N2, facteur de sinus I1, est inférieur ou égal à 1, pardon. Et donc, que sinus I1 soit inférieur ou égal à N2 sur N1. On est au clair là-dessus? C'est bon? Oui, ça. Et se poser cette question, c'est légitime, parce que N2 sur N1 est bien strictement plus petit que 1. Tout à l'heure, ce truc-là était plus grand que 1, donc dire à quelles conditions sinus I1 est plus petit que N2 sur N1, bon, on s'en fout, c'est toujours vrai. Là, par contre, pour le coup, c'est pas tout le temps vrai. Parce que N2 sur N1 est plus petit que 1. D'accord? Oui. S'il y a réfraction. C'est le même phrase que tout à l'heure. Et donc ça vous donne votre premier théorème. En fait, on va les faire à l'envers. Tout à l'heure, j'ai dit le rayon réfracté existe toujours. Ici, en fait, c'est le contraire. Le rayon réfracté n'existe pas tout le temps. Il existe tant que I1 reste inférieur à une valeur qui vaut arc sinus de N2 sur N1. Dès que I1 dépasse cette valeur, vous n'aurez plus de réfraction. D'accord? Donc, on a un rayon réfracté que si I1 est inférieur ou égal à arc sinus de N2 sur N1. Voilà. Alors, je triche un peu, je le mets en valeur absolue pour inclure à retour le cas négatif. D'accord? En principe, c'est ça. Donc en gros, vous n'avez pas toujours réflexion, et ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais faire la même ici. Je reprends mon petit machin, je vais éteindre la lumière encore une fois pour que vous puissiez voir un peu mieux les choses. Donc ça je vous l'ai montré en télé, mais je vais vous le remontrer cette fois dans le contexte. Donc ici je triche, c'est-à-dire que comment est-ce que je fabrique un rayon qui passe d'un milieu à un milieu moins réfringent, soit je mets de la lumière dans un aquarium, d'accord? Soit en fait je fais un truc un peu rigolo, je fabrique un rayon qui va rentrer tout droit dans le verre ici, par incidence normale,
Et là, vous voyez qu'en ce point-là, c'est ça mon point I ici, je vais passer d'un milieu à un milieu qui est moins réfringent, c'est-à-dire du vert vers l'air. Alors, physiquement, en fait, ça se comprend, géométriquement, même visuellement, ça se comprend très très bien. Vous voyez que, ça c'est ce qu'on va voir après, vous voyez que le rayon s'éloigne de la normale, et que donc, au fur et à mesure que je vais augmenter la valeur de I1, bah, j'augmente de façon dramatique la valeur de I2, et qu'à un moment donné, même si I1 n'atteint pas pi sur 2, I2, lui, par contre, va atteindre pi sur 2. D'une certaine façon, ce résultat-là, c'est la solution, enfin en tout cas I max, I1 max, c'est la solution de I2 égale pi sur 2. D'accord? C'est pour quelle valeur de I1? I2 atteint pi sur 2. C'est exactement la même chose, puisqu'après ça dépasse. Vous remarquez, et ça c'est physiquement extrêmement important à comprendre, juste pour la suite que je vais écrire en vert, que vous voyez ici de façon considérablement nette, en tout cas lumineuse, le rayon réfléchi. Tout simplement parce que la balance énergétique dans cette histoire n'a pas changé. L'énergie se répartit bien entre le rayon réfracté et le rayon réfléchi. Sauf que s'il n'y a plus de rayon réfracté, bah, l'énergie se répartit exclusivement dans le rayon réfléchi. Et ça, c'est la raison pour laquelle ce phénomène-là ne s'appelle pas l'absence de réfraction, mais la réflexion totale. Puisqu'en fait, il ne reste plus que ça comme phénomène. Faites attention, c'est un nom hyper trompeur, parce qu'on a l'impression que réflexion totale, ça parle de la réflexion, alors qu'en fait, la réflexion totale, ça parle de la réfraction, ou plutôt de son absence. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Petite remarque, c'est comme ça qu'on fabrique, c'est une des façons de fabriquer des vitres sans teint. Vous fabriquez de la réflexion totale dans un sens, dans l'autre sens, ça marche pas, donc vous pouvez voir à travers des miroirs sans teint. D'accord? Parce que dans ce sens-là, il y a toujours transmission, mais il y a un sens où il n'y aura pas de transmission par réflexion totale. Vous superposez des couches d'indices croissant au fur et à mesure, et votre rayon va faire un demi-tour, alors que dans l'autre sens, vous voyez à travers. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Voilà, juste pour information. L'optique, c'est la vie. Donc ça marche bien. D'accord? Donc on y va. J'en suis là. Et je prends du verre pour l'avant-dernière fois de ce cours. Donc, ce phénomène... Alors, pardon, c'est pas comme ça. Si I1 dépasse cette valeur, on parle de réflexion totale. En effet, qu'est-ce que je raconte? En effet, toute l'énergie incidente se concentre dans la réflexion. On est d'accord là-dessus? Oui. Pourquoi N2 sur N1 il ne peut pas être un rayon égal? J'ai dit strictement. Parce que j'ai dit que si N2 est égal à N1, alors en fait il ne se passe rien. C'est comme si on avait le même milieu. Ça je l'ai dit hier ou avant-hier. Donc en gros, si les deux milieux ont le même indice, d'un point de vue optique, il ne se passe rien, donc il n'y a pas d'interface, donc il n'y a rien de ce qu'on raconte. Donc c'est pour ça que je ne considère pas le cas N1 égale N2, qui pour moi n'est pas un cas d'optique. C'est un tout, hein. Il ne se passe rien. Ok. Alors maintenant on va dérouler. On va supposer dans la suite que la réfraction existe, puisque sinon on ne va pas pouvoir parler, d'accord? On suppose dans la suite que le rayon réfracté existe, enfin bon, que I1 pardon, est inférieur à I1 max. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire de sinus I2 par rapport à sinus I1? Il est plus grand ou il est plus petit? Si on considère toujours qu'on est en cadran positif et qu'il n'y a pas de problème. Comme sinus I2 c'est N1 sur N2 fois sinus I1, et que N1 sur N2 cette fois c'est plus grand que 1, ça signifie en fait que sinus I2 est plus grand que sinus I1. Donc I2 est plus grand que I1 par croissance de sinus. Autrement dit,
si si N2 est plus petit que N1, alors le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Petite remarque, contrairement au paragraphe précédent, je ne fais pas de paragraphe sur quelle est la valeur maximale du rayon réfracté. Il n'y en a pas. Enfin si, c'est pi sur 2. Donc c'est pas la peine de s'exciter. D'accord? C'est terminé. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence de symétrie. I a toujours toute liberté de se balader entre 0 et pi sur 2. D'accord? Par contre, au-delà d'une certaine valeur, il n'y aura juste plus de réfraction. C'est tout. Bon. Ce cas-là est extrêmement courant. Vous allez croiser ça. Si vous avez colle la semaine prochaine, la probabilité que vous tombez sur un exercice avec de la réflexion totale est extrêmement élevée. D'accord? C'est vraiment le truc le plus riche en optique. D'accord? Donc, ça vaut le coup de bosser un peu sur le sujet. C'est en particulier le sujet de l'exercice numéro 3 qu'on a sauté tout à l'heure. D'accord? Et c'est vraiment important ce week-end que vous reveniez sur ce paragraphe-là et que vous essayez de comprendre un peu comment ça fonctionne. D'accord? Voilà. Ok, je vais. J'ai pas fait de dessin, pardon. Je fasse un dessin quand même. Ça serait plus propre. Interface. Donc en gros, vous allez avoir un truc comme ça et votre rayon réfracté qui va être comme ça. I1, I2, avec N2 plus petit que N1 cette fois. Voilà. D'accord, donc c'est les résultats que j'ai déjà utilisés en télé tout à l'heure, mais qui maintenant sont pour vous des résultats de cours. Je termine ce paragraphe avec un complément qui n'est pas tout à fait au programme, mais qui pour moi est important. Je vous montre en particulier que la réflexion totale, c'est pas un phénomène si abrupt que ça en fait. C'est juste la disparition progressive de l'énergie accordée au rayon lumineux. Donc c'est un petit complément. Ceci signifie hors programme. D'accord? On dit que c'est des choses que vous êtes obligé d'apprendre, mais globalement qui me semble important à mettre dans votre cours. De manière générale, l'intensité du rayon réfracté diminue quand I1 augmente, et cette diminution, bien sûr, se fait au profit du rayon réfléchi. Autrement dit, plus vous vous éloignez de l'incidence normale pour rejoindre l'incidence rasante, et plus vous allez voir le rayon réfléchi, et moins vous allez voir le rayon réfracté. D'accord? Voilà. Ce n'est pas un résultat extrêmement important, mais ça vous montre que cette histoire de réflexion totale, c'est qu'au fur et à mesure, de toute façon, votre rayon réfracté a de plus en plus de mal à capter d'énergie dans cette histoire, et à un moment donné, il n'y en a plus. Terminé. Et il donne tout au rayon réfléchi. Merveilleux. C'est le petit 5 si je ne me trompe pas. Ça. Donc j'ai deux petits paragraphes à faire. C'est ça. Donc très rapidement, parce qu'en fait on l'a fait en TD ensemble tout à l'heure, c'était le sujet de l'exercice 4. D'accord. Donc, de manière générale, n décroît avec la longueur d'onde. On avait une formule empirique qui est hors programme. N est égal à A plus B sur lambda carré, avec A et B, deux réels positifs. Voilà. Donc c'est une fonction de décroissance de lambda comme ça. On va sur lambda carré. Ça s'appelle la formule empirique de Huygens. C'est hors programme. Vous n'avez pas du tout à savoir ça dans cette histoire.
Et A et B dépendent essentiellement du matériau dans cette histoire. Oui. Alors en fait, ce qui fait que ça... Alors l'idée surtout, ce qu'il faudrait se poser la question, c'est pourquoi la lumière se propage alors qu'il n'y a pas de vide. Donc en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que ton onde électromagnétique, quand elle rentre dans un matériau, en fait, elle va être complètement absorbée par tous les atomes qu'elle croise. Les électrons vont absorber le champ électrique et en fait, ils vont réémettre de la lumière. Et il s'avère qu'il y a un mécanisme d'interférence assez rigolo qui fait qu'ils vont réémettre exactement dans la même direction que la lumière incidente. D'accord ? Et donc, en fait, ça, la façon dont les atomes sont foutus, dont ils sont connectés entre eux, va faire des différences considérables de matériau à autre. En fait, en gros, la vraie question, c'est comment ça se fait que quand tu rentres dans un matériau qui, a priori, n'est pas transparent. Oui. De Huygens. Huygens, toujours le même. Alors, il faut que je retrouve la vraie prononciation de ce truc, parce que ça ne dit pas Huygens. Voilà. On est d'accord là-dessus? C'est bon. Donc, en raison de cette formule-là, ceci implique que les faibles longueurs d'onde rouge ou violet donc? Raté, violet. Non mais c'est hyper dur ce truc-là. D'accord? Infrarouge c'est basse fréquence, donc haute longueur d'onde. D'accord? Donc les faibles longueurs d'onde sont plus impactées par la réfraction. Autrement dit, elles seront plus déviées, soit plus rapprochées de la normale, soit plus éloignées de la normale, mais en tout cas, les phénomènes sont plus importants pour les couleurs du type violet que pour les couleurs de type rouge. Autrement dit, si je fais un dessin dans une situation numéro 1, là, comme ça, c'est le même dessin que celui que j'ai fait tout à l'heure en TD. Je t'écoute. N égale A plus B sur lambda carré. Ça, là, ça décroît avec la longueur d'onde. N décroît avec la longueur d'onde. Donc en gros, ça signifie qu'en particulier, si vous vous rapprochez de la normale, le bleu va se rapprocher plus de la normale que le rouge, parce qu'il sera plus impacté que le rouge. Impacté, ça veut dire plus dévié par rapport à ce qui se passerait si il allait tout droit. Oui. HP. Ah non, ça c'est AB appartenant à R plus carré. C'est juste globalement, c'est le réel positif. Oui. Est-ce que la température change dans l'isoptique? Très peu. Pardon, je retire ce que j'ai dit. Oui, extrêmement. Pardon. Voilà, c'est le contraire. Dans les gaz en particulier, c'est extrêmement fort, parce que ça change énormément la densité. En fait, en gros, la densité influe énormément sur l'indice optique. Donc, plus la température change la densité, plus l'indice optique est changé. Voilà. Pardon, il faut que j'apprenne à ne pas répondre trop vite, ça évitera de dire les conneries. Voilà. Donc oui, la température impacte beaucoup l'indice optique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des phénomènes de mirage, etc., etc. C'est parce que l'air, en différentes températures, n'a pas le même indice optique, et donc tu peux avoir des trucs tout bizarres dans cette histoire. CF, un des problèmes de la planche sur le mirage. On est d'accord là-dessus? Ce phénomène-là porte un nom. Le fait que vous avez un rayon qui va tout droit et qu'ensuite vous avez plein de rayons qui vont dans plein de directions différentes et qui ne sont pas la même couleur, ça s'appelle la décomposition de la lumière. Ça, c'est la décomposition de la lumière. Je reviens sur ce que j'ai dit mardi. Le fait qu'on puisse reconstituer de la lumière avec du bleu, du rouge et du vert n'a presque rien à voir avec ça. Ça a juste à voir avec le fait que votre cerveau se fait arnaquer par ça. D'accord? Quand la lumière est décomposée, vous n'avez pas que ces trois couleurs-là. Vous en avez une infinité qui sont le continuum de couleurs que vous avez dans un arc-en-ciel, par exemple. Oui, je t'écoute. Un laser, c'est monochromatique, donc... Oui. Exactement. Avec deux lasers posés au même endroit, vous n'aurez pas la même chose. À la limite, vu que j'ai un laser vert et un laser rouge ici, là, j'ai pas le temps, mais lundi, on pourra faire la manip et effectivement, vous n'aurez pas du tout les mêmes angles de réfraction. Réflexion, pas de problème, puisque s'il n'y a pas N dedans, mais réfraction, oui, c'est très très différent. Oui. Sont plus impactés par la réfraction. On est d'accord là-dessus? Voilà. Je fais un dernier truc dans les 4 minutes qui me restent, mais ça va aller vite. C'est juste une histoire de définition pour que vous puissiez faire tous les exercices.
parce qu'en fait, c'est un peu en avance. Ce truc-là, je vais le faire tout à la fin du chapitre d'après. Mais comme il y a quelques exercices qui utilisent ça, voilà. Donc je fais un petit complément ici, plutôt en avance. Alors, en fait, ça n'a rien à voir avec le cours. Le cours en tant que tel est terminé. Si vous regardez vos questions de cours, question 2.16, quelle est en général la couleur la plus déviée par la réfraction, le rouge ou le violet, donc c'est la réponse à cette question ici. L'idée est la chose suivante. Donc là, entre guillemets, presque en avance, comme de l'optique. Imaginez que je prenne 2 points, par exemple. Voilà, je prends ces 2 points-là, d'accord, mes 2 bouts de doigts, ok. Vous les distinguez bien, ok. Si maintenant je m'éloigne et que je vais à l'autre bout du couloir, à un moment donné, vous ne les distinguerez plus. On est d'accord avec ça, vous verrez ça comme un gros point, d'accord. Ce truc-là, le fait de pouvoir distinguer ou non 2 objets, ça s'appelle la résolution, ok. Donc la grandeur limite, alors on va essayer de caractériser ça un peu mieux, d'accord. Vous voyez que là, c'est pas une question de distance. Si je vais au bout du couloir, la distance entre mes 2 doigts, elle ne change pas. On est d'accord, je rapetisse pas, en vrai. Hein. Vous êtes au courant, quand les gens s'éloignent, ils ne deviennent pas plus petits. C'est juste qu'ils sont plus loin. Donc ça, c'est une question d'angle, en fait. C'est une question d'angle sous lesquels vous voyez les 2 points. À un moment donné, si cet angle est assez grand, vous distinguez bien les 2 points. Si cet angle devient trop petit, vous n'allez plus les voir. D'accord ? Oui. C'est un peu l'idée. C'est qu'en fait, c'est juste que 2 points trop près, toi, tu vas les voir comme un seul point, mais plus lumineux. Ça procède essentiellement du fait que vos cellules dans votre œil n'ont pas une taille nulle. D'accord ? Et que donc, si les 2 points se forment sur une seule cellule, c'est comme si vous éclairiez 2 fois plus la cellule, plutôt que d'avoir 2 points séparés. D'accord ? Donc, c'est vraiment une limitation structurelle, c'est pas un problème physique. Et ça va dépendre de l'œil humain. Et en fait, ce truc-là s'appelle la résolution, et je vous donne juste le chiffre. D'accord ? Donc, en gros, je fais un petit dessin, et ici, je mets un œil. D'accord ? Et je mets 2 points A et B. Je prends mon angle alpha là, d'accord. Donc ça c'est l'angle standard, le diamètre apparent, le diamètre angulaire. Oui. La résolution c'est 1 minute d'arc, effectivement. D'accord. Donc la résolution de l'œil, c'est juste pour que vous puissiez faire les exercices qui vont après. La résolution de l'œil est l'angle alpha minimal qu'il faut pour que l'œil distingue A et B. Ça, c'est la définition de la résolution. Je la mets en blanc pour l'instant, elle apparaîtra vraiment à la fin du cours sur les appareils d'optique. Donc c'est pour ça que je la mets maintenant, parce que j'aimerais bien que vous fassiez des trucs sur le sujet. Mais c'est un spoiler en fait, c'est la fin de la saison 2 ça. D'accord. Voilà. Voilà, donc l'œil distingue A et B. D'accord. Et le truc que vous devez savoir pour faire vos exercices là, c'est la chose suivante. La résolution de l'œil humain est de 1 minute d'arc. Voilà. Et c'est la seule chose que je voulais vous raconter avant que vous ne partiez.